Présenter Claire Michalon. Claire, c'est vraiment un prénom. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle la corruption? C'est évidemment un sujet compliqué, d'autant qu'il ne correspond pas à la même définition partout dans le monde. On pourrait donner comme première définition le fait que quelqu'un réclame une compensation en dehors de l'accord contractuel pour simplement faire son métier. À partir de ce moment-là, il y a corruption, puisqu'il y avait un accord contractuel, et ensuite il va falloir rajouter quelque chose en dehors des règles et de la loi. Ça, c'est le premier niveau de corruption. Et puis après, il y a des niveaux de corruption beaucoup plus compliqués, beaucoup plus sophistiqués, et variables suivant l'endroit. Pour savoir si pour tel ou tel service, c'est gratuit ou c'est pas gratuit. Et quand vous avez des pays dans lesquels les services sont tellement gratuits et d'autres où ils ne le sont pas gratuits, le passage de l'un à l'autre va provoquer des comportements de corruption, mais qui sont relatifs, parce que quelqu'un va garder sa pratique de financer un interlocuteur, un porteur de service, parce que dans son pays, ça n'est pas financé, ça n'est pas un service public, alors qu'il est dans un pays où c'est un service public. Et là, on va avoir des tentatives de corruption qui vont se faire, mais simplement par décalage culturel. Donc pour moi, les deux sont très très différents. Après, il y a un autre niveau qui est à la limite entre corruption et détournement de fonds, et la frontière entre les deux n'est pas toujours claire. C'est la façon de détourner des fonds publics d'une destination publique à une destination privée. Là, alors ça, c'est le détournement de fonds, qui est une forme de corruption particulière, bien sûr, mais qu'on peut mettre dans la même gamme de réponses. La question est presque inverse, c'est-à-dire comment on arrive à un fonctionnement sans corruption. Parce qu'à l'origine, avant que la notion de service public existe, on achetait tous les services à tout le monde. Donc on pourrait dire que la corruption était absolument généralisée, c'était donc pas de la corruption, puisqu'il n'y avait pas de service public. Et c'est le jour où on a mis en place un service public que la notion de corruption a commencé à se faire, et où les gens ont essayé de passer plus ou moins progressivement vers un système où on se contente de rémunérer l'acteur, et il fait ce qu'il doit faire, ou bien il faut avoir un supplément de rémunération pour décider l'interlocuteur à faire le travail. Donc historiquement, c'est l'apparition de la notion de bien commun et de service public qui va créer en contre-coup l'apparition de corruption. Mais la corruption ne naît pas dans un système où il n'y a pas de service public du tout. Donc ça, c'est évidemment un premier élément. Donc on va d'ailleurs avoir dans ce niveau-là une des raisons pour lesquelles les pays réagissent très différemment à la corruption. C'est-à-dire que les cultures qui se sont instituées bien avant les notions d'État, dont on pourra dire à un moment d'où est-ce qu'elles viennent, sont des pays dans lesquels la corruption est toujours en sourdine, elle n'est jamais très très loin, parce que les habitudes de la rémunération directe sont très très forts. Les systèmes culturels qui se sont montés à partir du XVIIe siècle. Et là, on peut notamment penser au système de pensée articulé autour du protestantisme. Là, ont complètement revu leur échelle de valeur en même temps que se structurait la notion de service public. Et c'est la raison pour laquelle les pays à forte dominante protestante ont des niveaux de corruption beaucoup plus faibles que les pays à forte dominante catholique qui plongent beaucoup plus loin dans leur histoire et qui donc remontent à avant l'apparition des services publics. Déjà, on a une petite carte qui commence comme ça à se dessiner. Les pays de tradition catholique vont avoir des tendances à la corruption beaucoup plus fortes que les pays à majorité protestante. Donc on va trouver les pays nordiques qui sont là, évidemment, et qui, pour moi, pour cette raison-là, ont une notion de service public extrêmement forte, donc une notion de morale publique extrêmement forte. C'est la raison pour laquelle le moindre ministre suédois qui utilise une carte professionnelle pour acheter un ticket de bus va se faire jeter dans les 24 heures, alors que dans un pays français, ou un pays comme la France, où la tradition catholique est encore très forte, on a des résurgences de pratiques où, ma foi, on considère que tel ou tel homme puissant peut détourner des fonds et que ce n'est pas bien grave. Et on est beaucoup plus tolérant, ce qui objectivement est un scandale, mais ça nous permet de comprendre déjà cette géographie-là. Donc les thèses de Max Weber sur le sujet, sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, sont des outils absolument fondamentaux pour comprendre la résurgence, la permanence ou la disparition, quasi-disparition des mécanismes de corruption. Alors pour changer de système, là c'est compliqué, parce que le changement de système qui se pose, c'est la lutte contre la corruption. C'est le seul changement de système qu'on peut imaginer, parce que la corruption, il suffit de laisser faire, elle revient. Donc comment est-ce qu'on peut changer de système? Alors il y a plusieurs axes sur lesquels il faut être évidemment absolument intransigeant.
Le premier de ces axes, c'est bien sûr une formation à la notion de service public, qui doit être absolument prioritaire, et sur lesquels on a probablement trop peu insisté pour dire aux gens, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être au service du public? Et là, il y a des notions de formation à apprendre dès le début, c'est-à-dire dès l'école primaire, c'est des choses qu'il faut enseigner. Qu'est-ce que c'est que se mettre au service du public? Il y a une deuxième notion qui est évidemment extrêmement importante, qui nous a été largement expliquée, qui est le fait de la corruption par la durée. Donc on sait que l'un des moyens de lutte contre la corruption, c'est d'éviter que les gens restent longtemps au pouvoir. Parce qu'il faut être sérieux, à long terme, personne ne résiste à la corruption. Donc changeons rapidement tous les dirigeants, de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'installer dans un système de clientélisme, dans l'hypothèse d'une énième réélection. C'est ça qui fait revenir la corruption très très fort. Et donc tous les pays où on limite considérablement la durée du pouvoir, avec un nombre réduit d'exercices et un nombre réduit de mandats, sont des pays peu corrompus. Non pas que les hommes soient meilleurs qu'ailleurs, abstraction faite de ce que je disais tout à l'heure sur le protestantisme, mais sur le fait que la structure du pouvoir est faite pour lutter contre la corruption. Il m'est arrivé de dire que si un homme politique voulait vraiment ne jamais céder à la corruption, sa première décision quand il était élu consisterait à dire qu'il ne se représentera pas. Et à partir du moment où il annonce qu'il ne se représentera pas, pour le corrompre, ça va devenir très compliqué. Et ça devrait être une des notions. La tendance actuelle en France de réduire le nombre des mandats va évidemment dans le bon sens, et dans ce sens-là, moins les gens restent longtemps au pouvoir, moins ils seront corrompus.